Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. Vous savez, on parle souvent de cette guerre qui n'en finit plus dans Défense, justement. La guerre n'est pas terminée. C'est peut-être l'actualité de la semaine, contrairement à ce que disent beaucoup d'experts dans le monde. Bonsoir, Shani Guidalia. Vous allez nous dresser le bilan, si tant est qu'on peut en dresser un, de la situation sur le terrain. Oui, Mathias, vous l'avez dit, la guerre ne finit pas, puisque quand c'est calme sur un front, il y a un regain de tension d'un autre côté. Déjà, pour ce qui est de Gaza, il y a des tunnels qui continuent d'être détruits dans le centre et le sud de la bande de Gaza. L'opération qui continue aussi dans le nord, Beth Hanoun, Beth Laïa, Jabalia, avec toujours il y a une présence et des infrastructures importantes du Hamas dans la région. Donc, même si on est toujours dans l'attente d'un cessez-le-feu, eh bien, les combats continuent. Du sud, on passe au nord, avec la situation au Liban, puisque malgré le cessez-le-feu, Tsahal continue ses opérations. Il trouve des entrepôts d'armes, des entrepôts de munitions dans le sud du Liban. Pas qu'en surface, il y a aussi des infrastructures souterraines qui sont trouvées. Et pour la première fois depuis le cessez-le-feu, on a appris que l'armée de l'air a frappé des stocks d'armes dans la région de la Beka, donc beaucoup plus en profondeur du territoire libanais. Et apparemment, ces armes sont passées clandestinement de la Syrie au Liban. Maintenant, pour ce qui est de la Syrie, le front est assez calme, puisque d'un côté, Abu Mohamed al-Jolani a affirmé qu'il n'a pas l'intention d'entrer dans un conflit avec Israël, que la Syrie se concentre sur une phase de reconstruction. De l'autre côté, Israël a adressé un message clair à la Syrie en disant qu'elle n'acceptera pas la descente de djihadistes dans le sud de la Syrie. En attendant, ça, elle est présente dans la zone tampon pour des raisons de sécurité. Et puis enfin, le Yémen, puisqu'il y a un regain de tension particulièrement important avec les Houthis. On précise que le Yémen n'a pas de frontière avec Israël, donc quand il y a des missiles balistiques qui sont tirés, c'est des missiles suffisamment puissants pour qu'ils atteignent Israël. Et contrairement au mois de septembre où Tsahal a pu frapper le port de Hodeïda notamment, eh bien, qui a affaibli les Houthis, là les Houthis sont frappés, mais ils ont toujours la capacité soit de tirer des missiles balistiques, soit d'envoyer des drones, et ça chaque jour. Merci Shani, mais justement, c'est la première question que je vais poser à Yair Marton, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, spécialiste des renseignements. Merci à Yair Marton d'être avec nous. Le Yémen, on en finit comment? On en finit comment? Comment est-ce qu'on peut en finir avec le Yémen? Vous savez, je pourrais vous en parler pendant un mois, mais j'aimerais vous livrer la conclusion. Il va falloir aller s'occuper de l'Iran. Le Yémen, c'est le dernier satellite qui reste des tentacules iraniennes après que nous avons éliminé le Hamas, le Hezbollah. On a écarté cette menace. Et d'ailleurs, c'est une menace qui ne concernait pas seulement Israël, mais le Proche-Orient tout à fait, et même le monde occidental. Mais l'Iran demeure blessé, humilié, et ce qui rend l'Iran encore plus dangereux. Même s'il utilise sa dernière tentacule, qui sont les Houthis, l'Iran le fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour poursuivre la guerre, et vous avez eu raison de dire que cette guerre se poursuit. C'est une guerre qui continue à faire les titres, et cela est un levier de pression. On attend le 21 janvier, lorsque Donald Trump entrera en fonction comme président des États-Unis, et là commenceront des négociations. Les Iraniens aujourd'hui n'ont aucun levier de pression, et le seul qui demeure, ce sont les Houthis. C'est une sorte de levier de pression iranien. Si vous voulez que nous cessions notre programme nucléaire, que nous cessions notre course vers la bombe atomique, l'armement du Hezbollah, les attaques des Houthis, eh bien, montrez ce que vous êtes prêts à nous donner. C'est ce que dit Téhéran. Et donc, Israël se trouve dans un piège. En fait, on ne pensait pas se retrouver dans une telle situation après avoir très rapidement éliminé tous les satellites iraniens. Et il faut bien que nous comprenions, et j'essaie de rester
prudent parce que je ne tends pas à sous-estimer nos ennemis. Mais jamais au Proche-Orient, l'espace aérien au Proche-Orient n'a été libre comme il est aujourd'hui pour l'armée de l'air israélienne. Et c'est vrai aussi pour les autres, pour les Émiratis, les Saoudiens, les Américains, nos alliés dans la région. Yair, on va juste faire une pause dans ce développement justement de l'actualité sur le terrain avec l'autre actualité dans un autre front. Ça s'est passé au Liban avec l'exposition par l'armée israélienne de ce qui a été récupéré des armes du Hezbollah montrées à la presse. Shani Guidalia nous en parle et on en discute avec Yair Marton. Sur ces images, des roquettes, des fusils d'assaut, des explosifs, des équipements militaires. Au total, 85 000 armes du Hezbollah découvertes et saisies par Tsahal au sud Liban, à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël. Selon Tsahal, la majorité de ces armes sont d'origine iranienne, en provenance de Syrie. D'autres sont d'origine russe, chinoise ou locale, fabriquées par le Hezbollah lui-même. Le Hezbollah a tout préparé pour mener une attaque, que ce soit des roquettes et des missiles ou les équipements pour prendre d'assaut la frontière. Et nous avons tout trouvé. Nous avons trouvé des armes lourdes, des roquettes à longue et courte portée. Vous pouvez même voir des camionnettes équipées de lance-roquettes, capables de tirer 24, 36 et 72 roquettes à la fois. 18 000 missiles ont été tirés par l'organisation terroriste depuis le début de la guerre. Beaucoup de ces lanceurs ont été détruits lors de frappes aériennes. D'autres restent encore à découvrir. Ce qu'ils font, c'est se cacher dans des maisons de civils. Ils sortent en voiture, ils tirent des roquettes, puis retournent dans le garage de la maison. Et il est impossible de les trouver, à moins que nous ayons des renseignements ou que nous soyons sur le terrain. L'armée israélienne précise que la plupart de ces armes ont été saisies lors des opérations militaires en territoire libanais. D'autres ont été interceptées lors de tentatives de contrebande en provenance d'autres pays. Israël a profité de l'occasion pour appeler à une action internationale afin d'empêcher de nouveaux transferts d'armes qui pourraient déstabiliser la région et menacer la sécurité d'Israël. Il faut savoir que 70% de l'arsenal du Hezbollah, dont l'arsenal stratégique, a été détruit par Tsahal durant les opérations. Tsahal a réussi, durant ces opérations, à déjouer le plan d'invasion du Hezbollah en territoire israélien. Un arsenal prévu à la base pour planifier la conquête de la Galilée. Le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Yair Marton, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que le Hezbollah est en mesure, techniquement, de se réarmer? Ou est-il déjà en train de se réarmer? J'aimerais partager ma réponse en deux. Sur le plan technique, si d'abord sur le plan technique c'est possible, et ensuite s'il le désire. Sur le plan technique, l'axe Philadelphie du Hezbollah, c'est-à-dire la Syrie en réalité, n'existe plus. C'est-à-dire que toutes ces guerres menées depuis une dizaine d'années par Israël, cette guerre entre les guerres, en fait visait à empêcher le passage d'armement de l'Iran par l'Irak, la Syrie et le Liban. Et aujourd'hui, cet axe n'existe plus. On n'a plus cette possibilité. Non seulement il n'y a plus de passage d'armement entre l'Irak et le Liban à travers la Syrie, mais aujourd'hui les rebelles et ceux qui ont le contrôle du terrain aujourd'hui en Syrie sont un ennemi très clair du Hezbollah. Donc non seulement ils ne seront pas capables de faire passer des armes de Syrie au Hezbollah, mais il est tout à fait possible qu'un de ces jours, vous savez, au Proche-Orient, les choses évoluent très rapidement, mais un jour nous pourrons peut-être voir les rebelles suffisamment à l'aise pour entrer au Liban, pour se débarrasser du Hezbollah, pour se venger de tout ce que le Hezbollah a pu faire aux Syriens. Alors, est-ce que le Hezbollah peut fabriquer lui-même l'armement? Je ne suis pas certain que ce soit... je ne vois pas comment le Hezbollah pourrait fabriquer lui-même, après ce qu'on a vu. Et donc, le Hezbollah
dépend de ces envois d'armes. L'autre chose, c'est que l'Iran a aussi un problème. À la fois, la situation économique iranienne est peut-être une des plus dures que ce pays ait jamais connues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour réarmer le Hezbollah. La deuxième chose, c'est que je pense que les chrétiens au Liban pensent que c'est une occasion inespérée, puisque la menace du Hezbollah a été écartée, le Hezbollah a été affaibli, mais d'un autre côté, ils comprennent que s'ils ne prennent pas le contrôle eux-mêmes du Liban, eh bien, soit le vide va ramener le Hezbollah, ou eh bien, le Liban va s'effondrer. Donc, je pense que le monde occidental va soutenir les chrétiens au Liban afin de permettre d'avoir un gouvernement libanais pro-occidental, chrétien, peut-être avec la Syrie et le Liban avec, qui appartiendront au l'axe pro-occidental. Donc j'ai beaucoup de mal aujourd'hui de voir le Hezbollah se relever. Et au-delà de cela, pour reconstruire ses capacités, le Hezbollah doit être organisé, il faut aussi faire les choses de manière confidentielle. Or, le monde comprend, et le Hezbollah comprend bien qu'ils sont très exposés et que ce sera très difficile pour eux de se réorganiser dans la clandestinité pour nommer des dirigeants et des commandants militaires qui deviennent immédiatement des cibles. Donc j'ai beaucoup de mal à voir comment le Hezbollah pourra s'en sortir et je pense que le monde comprend aussi qu'Israël a en fait créé une occasion unique et que la situation est complètement changée et que le monde peut saisir cette occasion dès demain pour eh bien peut-être écarter l'axe du mal et donner un peu plus d'espoir au peuple de la région. Merci beaucoup, Yair Marton, d'avoir répondu à nos questions. Alors, on parlait à l'instant de la situation au Liban. Nous avons également réussi à interroger cette semaine Andrew Fox. Il est expert militaire, ancien officier britannique. Il a mené plusieurs opérations, notamment avec les forces spéciales américaines en Afghanistan. Andrew Fox, merci de répondre à nos questions. Les rebelles Houthis, c'était ma première question tout à l'heure, Yair Marton, ne comprennent que la force. La question est de savoir, malgré les frappes, ils poursuivent. Yeah, and it really depends on what you're trying Tout to achieve. dépend de ce qu'on essaye d'atteindre, la manière dont on veut utiliser la force militaire. Et tout dépend de la stratégie. Quel est le but de l'opération? Quelle est la raison pour laquelle on peut demander à des soldats d'ouvrir le feu ou des pilotes de mener un raid? Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut fixer un objectif très clair. Et il faut s'assurer qu'il y a les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, en Afghanistan, on essayait de créer une légitimité au gouvernement Karzai à l'Afghanistan, mais c'était un objectif qui n'était pas réaliste, qui n'aurait pas pu être atteint. Et en plus, on n'a pas alloué les ressources nécessaires pour mener à bien cet objectif. Donc quand on veut vaincre les terroristes, la première chose, c'est de savoir exactement ce qu'on veut obtenir. Andrew, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer dans ce cas-là une opération clandestine, une opération au sol? C'est possible, mais encore une fois, ce qu'on veut faire au Yémen, ce qu'on veut véritablement atteindre comme objectif, c'est de laisser la mer Rouge et le canal de Suez ouverts à la circulation. Est-ce qu'on a besoin de vaincre complètement les Houthis pour le faire? Non, pas forcément. Alors, il faut détruire les missiles, les roquettes qui visent les navires, et on peut éliminer leurs commandants. Mais on n'a pas forcément besoin de les empêcher de se réarmer. Et il s'agit en fait d'empêcher les Iraniens de transférer des munitions, de l'armement aux Houthis. Peu importe que les Houthis restent au Yémen, tant qu'on permet la navigation, eh bien on aura atteint notre objectif. C'est hyper intéressant ce que vous dites par rapport au réarmement et des rebelles Houthis et du Hezbollah. En quelque sorte, vous dites la guerre n'est pas terminée. Et pourtant, la plupart des experts dans le monde occidental sont comme s'ils étaient aveuglés par cette fin de guerre qu'ils veulent, qu'ils exigent.
Je pense que la raison à cela est une obsession qu'on constate concernant la bande de Gaza. On voit à quel point la question palestinienne est chargée sur le plan politique. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'opération des beepers du Hezbollah, la plupart des gens ne savaient pas eh bien, il y avait eu des roquettes tirées par le Hezbollah sur Israël et qu'il y avait 600 000 déplacés. Donc la bande de Gaza est placée en tête de tous les fronts. Le fait, par exemple, que le régime d'Assad se soit effondré, les gens ne comprennent pas que l'option la plus probable, c'est une guerre civile très sanglante. Les gens pensent que parce que le régime d'Assad est tombé, eh bien, il y aura une situation très prospère en Syrie, mais c'est probablement au contraire. Personne en Occident ne comprend ce qui se passe dans la région kurde, où les Turcs combattent les Kurdes. Donc en fait, la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce qui se passe, c'est parce que les gens en Occident ne voient pas l'ensemble des fronts et ne comprennent pas que tout en fait vient de Téhéran. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer chaque front individuellement. Là encore une fois, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez mené des opérations en Afghanistan contre les talibans. J'y vois une sorte de même mode opératoire et des talibans et des rebelles houthis. C'est-à-dire qu'on frappe, mais on va directement se cacher dans les grottes. C'est quasiment impossible de défaire un ennemi comme ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on dit que l'Iran est prêt à combattre jusqu'au dernier des Arabes. Donc ils sont tout à fait prêts à sacrifier des vies arabes au Liban, dans la bande de Gaza, si c'est pour tenter d'éradiquer Israël. Ils ont des différences sur le plan religieuse, mais ils ont en commun leur approche extrémiste à la religion qu'on ne voit peut-être pas dans d'autres régions. Effectivement, nettoyer le terrain sera très difficile. Le problème, c'est que même si on fait tomber le régime à Téhéran, on ne peut pas garantir que le prochain régime sera meilleur. Voyez ce qui se passe en Syrie. Assad est tombé, c'était clairement un monstre, mais il est tout à fait possible qu'il y ait un nouveau régime qui cause encore plus de violence et de morts que le régime d'Assad. On l'a vu en Libye avec Kadhafi, on l'a vu en Irak. Donc à moins qu'on ait un plan tout à fait efficace pour savoir ce qui va se passer après la chute du régime à Téhéran, ce sera très difficile de le faire tomber. Vous parlez de la Syrie, Andrew Fox. L'administration Biden demande à Israël d'entamer des négociations avec Al-Joulani, le chef de HTC. Là aussi, ils sont aveuglés ? C'est une question difficile parce que à l'heure actuelle, Joulani est le meilleur élément de tous ces éléments très négatifs. Voyez les autres forces qui sont soutenues par la Turquie, une fois qu'ils auront vaincu les Kurdes, et j'ai parlé à quelqu'un à Idlib ce matin, eh bien, il m'a dit que les Kurdes ont fait leur bagage, ils sont prêts à partir. Une fois qu'ils auront fait ça, ils pourraient tout à fait libérer des prisonnières de Daesh qui sont dans les prisons syriennes, et cela risque de créer un chaos. Donc HTS à ce stade, alors sur le long terme, je pense qu'ils vont revenir à leurs premiers défauts comme les talibans l'ont fait, mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure option pour dialoguer pour Israël, pour trouver un partenaire de dialogue pour Israël, parce que les autres sont bien pires. Et l'idée, c'est que le croissant chiite soit remplacé par une présence sunnite, mais si c'est la Turquie, ce sera sous l'égide des frères musulmans. Donc c'est très compliqué. Et au Proche-Orient, c'est toujours le cas. Une fois qu'on pense avoir résolu un problème, eh bien, il y a un nouveau problème qui apparaît. Merci infiniment, Andrew Fox, d'avoir répondu à mes questions, et bien évidemment, joyeux Noël à vous. Merci beaucoup et joyeux Hanouka à vous.
Voilà qui est dit. Merci à vous. On prend la direction de New York à présent avec vous, Mike Wagenheim. Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondant d'I24 News aux États-Unis. Depuis New York, vous nous attendez. Que font les États-Unis? Est-ce que Donald Trump peut être vraiment celui qui va menacer très clairement l'Iran et ses proxys? Ce sera très intéressant, le début de ce mandat de Trump. Le conseiller à la sécurité nationale, Matt Waltz, a dit que les États-Unis veulent mettre une balle dans la tête de tous ceux qui prennent des otages américains. Il a dit que le Hamas, la seule voie de sortie pour le Hamas après l'effondrement du Hezbollah et du régime d'Assad, après la destruction des défenses aériennes iraniennes par Israël, ils n'ont qu'une seule porte de sortie, c'est de libérer les otages qui restent. Donc, dès le premier jour du mandat de Trump, ce sera le sujet. La question, c'est quelle pression sera exercée par Trump sur Israël pour libérer les otages. Trump a dit qu'il voulait que ce problème soit résolu le plus rapidement possible, donc il y aura une pression qui sera aussi exercée sur Israël. La question plus large, c'est la question de l'Iranien, qui est la tête de l'hydre. Le monde veut qu'il y ait Israël veut une pression maximale sur l'Iran, ce qui signifie plus de sanctions sur Téhéran et aussi plus de pression sur la région concernant les Houthis qui devraient être de nouveau désignés comme une organisation terroriste par l'organisateur M. Rappelez-vous que c'était une organisation qui a été sur la liste des organisations terroristes, ce qui a été annulé par Joe Biden et cela va être remis par Trump. Et l'autre question, c'est que Donald Trump va devoir décider ce qu'il veut faire à propos de la Syrie. Encore une fois, Trump ne veut pas envoyer des soldats sur le terrain au Proche-Orient. Et ce qu'on a vu il y a quelques semaines, on avait l'impression que les États-Unis avaient il y a 900 soldats en Syrie et en fait il y avait 2000 soldats apparemment et Trump va devoir traiter ce sujet. Donc il va vouloir faire sortir le plus de soldats américains de Syrie et s'appuyer sur les Israéliens, ce qui signifie plus de soutien sur le plan de l'armement, de la diplomatie, faire tout ce qui est nécessaire pour qu'Israël soit capable de faire en sorte que le nouveau régime en Syrie puisse ne s'aligner pas de nouveau sur l'Iran. Merci beaucoup, Mike Wagenheim, d'avoir été avec nous depuis New York. Bonne journée à vous. Focus également sur l'unité Yoav, l'unité des gardes frontières du désert du Negev, entre criminalité et terrorisme. C'est le reportage que j'ai filmé plus tôt cette semaine avec mon caméraman. Regardez, Roy Platzman. אומרים שכשאתה עובר בתל אביב יש אלוהים ויש חוק ויש אלוהים. עברת את קו רחובות, משהו כזה, אין חוק ויש אלוהים, וכשעברת את קו באר שבע אין חוק ואין אלוהים. Bienvenue dans le Negev. Nous rencontrons aujourd'hui des policiers de l'unité Yoav, des gardes frontières. On les appelle l'unité de la police d'élite du Negev. אנחנו יוצאים לפעילות בצירים, באזור של כרגע גזרת תחנת שגב שלום בעיקר, שגב שלום, באר שבע, כביש 40, כביש 25 והפזורות שסביב להם. זה לא תרגיל, זה פעילות אמת. זה פעילות שגרתית שלנו לאכיפה של בריונות כביש, בכלל של משילות בצירים. אנחנו בעצם נעבוד בשילוב עם כוחות שעובדים גם בכביש, גם בשטח. במידה ויהיו ברחנים, אז אנחנו יודעים לתפוס אותם או בכביש או בשטח בהתאם לכלים שלנו. Pendant des années, le Negev a été appelé le Far West. Même si la criminalité est toujours endémique, l'intense activité de l'unité Yoav a réussi à la freiner. Cet officier a vu des traces sur le sol qui montrent visiblement qu'il y a des suspects qui ont emprunté un chemin qui n'est pas autorisé. On suit ces traces, on va bien voir où cela nous mène. זה בעיקר ניסיון,
וזה לשים לב, לראות, זה הרבה אינטואיציה מה שנקרא, לראות שפתאום מישהו שראה את הכוחות בכביש וירד בחדות לשטח, או התנהגות כזאת, לפעמים זה הפוך, זה התנהגות דווקא שמושכת את העין כי הוא משתולל עכשיו. יש גם כל מיני רכבים מסוימים שכבר מניסיון אנחנו יודעים שהם יהיו יותר בעייתיים. Ces dernières années, la frontière entre criminalité et terrorisme s'est amincie. Le 7 octobre, Keter l'a ressenti lui-même. C'est lui qui a éliminé les terroristes de la Nourba du Hamas, entrés quelques minutes plus tôt depuis Gaza, et était en route vers Netivot. באירוע כזה אין לך כוחות יותר מדי לקרוא להם, כי אתה כרגע אחרי הרכב זה... צריך להבין את הסיטואציה שהייתה באותו אירוע. אתה יכול להראות לי איך אתה מחזיק בהגה ביד אחד ואתה יורה בצד שני? ובזמן הזה בעצם השליפה של האקדח והביצוע של הירי, ואם גם תעבור על מה שפורסם, נכון. אתה תראה שבאיזשהו שלב עם האקדח ביד, האופנוע כבר איבד את המהירות, נתתי עוד מכת גז אחת וחזרתי עוד פעם לסשן שני. Keter comprend ce jour-là que ce n'est qu'une question de secondes avant que les terroristes n'ouvrent le feu et l'atteignent. À ce moment-là, il essaye d'utiliser sa propre expérience dans l'unité Yoav et de se comporter comme s'il y avait une fuite de criminels sur la route. זו הדרך שבה אנחנו עובדים ביום יום, יודעים להפוך את הסוויץ' ברגע אחד מבן אדם נורמטיבי לבן אדם שעכשיו מסכן אחרים, בן אדם שעכשיו חייב לעצור אותו בהקדם האפשרי. במקרה הזה זה מחבלים, אז זה על ידי ירי. במקרה אחר זה לא מחבלים, זה מישהו שמשתולל, אז זה על ידי חסימות, זה על ידי שיטות אחרות שקיימות במשטרה. Retour sur le terrain. L'officier Keter estime que les véhicules sont suspects, et il a raison. L'un d'eux conduit sans permis depuis des années. La journée s'est terminée par plusieurs arrestations, dont un pour refus de se soumettre à un test de dépistage de drogue. Pour Keter, il ne s'agit pas de jeu de policiers et de voleurs. Il s'agit de restaurer la dissuasion dans un territoire explosif. Restaurer la dissuasion, surtout dans un Proche-Orient explosif, c'est peut-être exactement ce qu'est en train de faire Israël et l'armée israélienne. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Défense. L'information continue sur i24 News.